24 janvier 1965. Winston Churchill était mort. Pendant près de 3 décennies, Dwight D. Eisenhower avait parlé de lui avec retenu respect et une diplomatie soigneusement mesurée. Publiquement, Churchill était le symbole indomptable de l'unité alliée, le bulldog, qui refusait de céder lorsque l'Europe s'effondrait. En privé, Eisenhower portait un souvenir bien plus complexe. À présent que Churchill avait disparu, il n'y avait plus d'alliance à protéger, plus de gouvernement britannique à ménager, plus d'équilibre fragile de temps de guerre à préserver. Pour la première fois, Eisenhower n'avait plus besoin de peser chacun de ses mots. Et dans les années qui suivirent, ce qu'il s'autorisa enfin à dire révéla une vérité qu'il avait enfouie sous la contrainte des circonstances. Churchill avait été indispensable, brillant et courageux, mais aussi l'un des hommes les plus difficiles qu'Eisenhower ait jamais eu à gérer. Avant de devenir les symboles de 2 nations, ils étaient des officiers façonnés par des mondes très différents. Churchill était né dans le pouvoir élevé au sein du système impérial britannique, formé à croire que l'histoire se pliait à la volonté de ceux qui osaient la commander. Eisenhower venait du Kansas, soldat professionnel, façonné par la patience, la procédure et la compréhension silencieuse que l'autorité devait être gagnée et entretenue. Lorsque la guerre les réunit, ces différences ne furent pas de simples curiosités philosophiques. Elles devinrent des problèmes opérationnels. En 1942, Eisenhower se retrouva propulsé dans un rôle qu'aucun Américain n'avait jamais occupé auparavant, commandant suprême d'une guerre de coalition. La victoire ne dépendait plus seulement du génie sur le champ de bataille. Elle dépendait de la coordination de la retenue et de la capacité à maintenir les Alliés dans une même direction, sans déchirer l'alliance. Churchill, pendant ce temps, menait une autre guerre. La Grande-Bretagne était épuisée, son empire étiré à l'extrême, sa population marquée par des années de bombardements et de pertes. Churchill ne se voyait pas seulement comme un chef en temps de guerre, mais comme le gardien de la position future de la Grande-Bretagne dans le monde. Dès le début, il chercha à orienter personnellement la conduite du conflit. Il poussa des stratégies méditerranéennes, des approches indirectes des attaques périphériques destinées à préserver l'influence britannique et à éviter les pertes massives que la Grande-Bretagne ne pouvait plus se permettre. Eisenhower écoutait. Il écoutait toujours, mais il percevait de plus en plus clairement un schéma. Les instincts de Churchill étaient guidés autant par la politique et la mémoire impériale que par la nécessité militaire. Eisenhower ne contesta jamais Churchill publiquement. Il ne le pouvait pas. L'alliance dépendait de l'apparence de l'unité. Mais à huis clos, une tension silencieuse grandissait. Eisenhower était responsable de gagner la guerre de la manière la plus efficace possible. Churchill cherchait à s'assurer que la Grande-Bretagne compterait encore lorsque la guerre serait terminée. Ces objectifs n'étaient-ils pas toujours compatibles? Des années plus tard, Eisenhower admettrait que gérer Churchill exigeait autant d'énergie que de combattre l'ennemi. Il le respectait profondément. Il admirait son courage et son refus de se rendre en 1940. Mais l'admiration n'effaçait pas les frictions. Churchill remettait en question les calendriers, contestait les priorités et tentait d'influencer des décisions opérationnelles qu'Eisenhower estimait devoir rester strictement militaires. Eisenhower comprit rapidement que le silence, et non l'argumentation, était souvent le seul moyen de conserver le contrôle. Ce fut le début d'une relation définie, non par l'amitié, mais par la mise à distance, et elle ne ferait que se tendre davantage à mesure que la guerre se rapprochait du cœur même de l'Europe. En 1943, le fossé stratégique entre Eisenhower et Churchill n'était plus subtil. Les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord, traversé la Sicile,
et se trouvaient face à la question centrale qui déterminerait l'issue de la guerre, où frapper ensuite. Pour Eisenhower, la réponse devenait de plus en plus évidente. L'Allemagne ne serait pas vaincue aux marges de l'Europe. Elle le serait par un coup direct à travers la Manche. La France était la route vers Berlin. Chaque diversion retardait l'inévitable et donnait à l'Allemagne le temps de se rétablir. Churchill voyait les choses autrement. Il avait vécu le carnage de la Première Guerre mondiale. Il se souvenait de Passchendaele et du coup des assauts frontaux contre des ennemis retranchés. À ses yeux, une invasion transmanche ressemblait à un pari que la Grande-Bretagne ne pouvait pas se permettre de perdre. Il privilégiait au contraire la poursuite des opérations en Méditerranée, la progression à travers l'Italie, l'attaque du ventre mou de l'Europe et la préservation de l'influence britannique dans les Balkans. Ses préférences n'étaient pas uniquement militaires, elles étaient des calculs politiques sur la place de la Grande-Bretagne dans l'après-guerre. Eisenhower le comprenait même s'il n'y adhérait pas, en tant que commandant suprême. Sa mission n'était pas de débattre de philosophie, mais d'exécuter un plan capable de mettre réellement fin à la guerre. Et plus les Alliés retardaient une invasion décisive de la France, plus la coalition se tendait. Les commandants américains devenaient frustrés. Les dirigeants soviétiques exigeaient l'ouverture d'un second front. Les défenses allemandes, le long de la côte atlantique, se renforçaient chaque mois qui passait. Churchill ne dissimulait pas ses objections. Il envoyait des mémorandums, soulevait des inquiétudes lors des réunions et tentait d'influencer directement les calendriers. Eisenhower écoutait attentivement, répondait avec respect, puis de plus en plus souvent avançait sans lui. Ce n'était pas de la défiance, c'était une nécessité. Eisenhower avait appris que la confrontation directe avec Churchill n'aboutissait à rien. Le Premier ministre britannique excellait dans le débat, la rhétorique et l'analogie historique. La force d'Eisenhower se trouvait ailleurs. Il absorbait la pression, la filtrait et agissait en silence. L'opération Overlord devint un tournant non seulement de la guerre, mais aussi de leurs relations. Churchill en douta jusqu'au bout. Il s'inquiétait des pertes de la logistique et des conséquences politiques d'un échec. Eisenhower lui craignait autre chose, l'hésitation. À ses yeux, le plus grand danger n'était pas le risque, mais le retard. Lorsque la décision finale fut prise, Eisenhower en assuma l'entière responsabilité. Si le débarquement échouait, la faute serait la sienne seule. Après le 6 juin 1944, l'équilibre se modifia subtilement. L'invasion réussit. Les armées alliées déferlèrent en France. Les forces allemandes commencèrent à céder. Et pour la première fois, l'influence de Churchill sur le rythme opérationnel commença à s'estomper. Il conseillait encore. Il mettait encore en garde. Mais l'élan de la guerre ne suivait plus la prudence britannique. Il suivait le mouvement américain. Eisenhower dira plus tard que ce fut à ce moment-là qu'il comprit que la direction de l'effort de guerre allié était passée silencieusement de l'ancien monde au nouveau. Non par confrontation, non par proclamation, mais par les résultats. Churchill le comprit lui aussi, même s'il ne le dit jamais à voix haute. Ce qui suivit ne fut pas une rupture ouverte, mais un réajustement. Et cela allait définir la manière dont Eisenhower se souviendrait finalement de Churchill une fois la guerre terminée. Lorsque les armées alliées sortirent de Normandie et traversèrent la France à grande vitesse à l'été 1944, la tension entre Eisenhower et Churchill entra dans une nouvelle phase. La question n'était plus de savoir si l'invasion devait avoir lieu, mais comment l'exploiter. La résistance allemande s'effondrait de manière inégale. Dans certains secteurs,
Les unités se désintégraient au premier contact. Dans d'autres, elles se battaient avec acharnement, gagnant du temps pour se replier. Pour Eisenhower, c'était un moment d'opportunité fugitif. La vitesse comptait plus que l'élégance. Plus les Alliés avançaient, rapidement moins l'Allemagne avait de chances de stabiliser le front. Churchill, observant depuis Londres, demeurait inquiet. Il craignait que des avancées rapides n'étirent les lignes de ravitaillement, n'exposent les flancs et n'invitent des contre-attaques. Il appelait à la prudence, à la consolidation et à une approche plus méthodique. Il continuait aussi de plaider pour des opérations conformes aux intérêts stratégiques britanniques, notamment un accent accru sur la Méditerranée et des inquiétudes concernant l'ampleur de l'avancée soviétique en Europe de l'Est. Eisenhower écoutait, mais ses priorités étaient différentes. Sa responsabilité était de détruire l'armée allemande à l'ouest, non de gérer à l'avance la carte politique de l'Europe. Cette divergence apparut clairement lors des débats sur l'allocation des approvisionnements. Eisenhower favorisait une avance sur un large front, maintenant la pression partout et refusant aux Allemands la possibilité de se concentrer. Churchill et Montgomery plaidaient pour une poussée unique et étroite, soigneusement préparée et lourdement ravitaillée. Le résultat fut le compromis, et le compromis engendra la frustration. L'opération Market Garden, fortement soutenue par Churchill, fut l'expression la plus claire de cette tension. Audacieuse, spectaculaire et politiquement séduisante, elle n'atteignit pourtant pas ses objectifs. La guerre ne fut pas écourtée. Les pertes s'alourdirent. Eisenhower absorba l'issue sans reproche public. Mais en privé, cela renforça sa conviction que la prudence déguisée en audace pouvait être tout aussi dangereuse que l'imprudence. À mesure que les forces américaines continuaient de croître en nombre et en domination, la réalité du commandement devenait incontournable. Les États-Unis fournissaient la majorité des hommes, de l'équipement, du carburant et de la mobilité. Eisenhower ne cherchait pas à humilier la Grande-Bretagne, ni à diminuer Churchill, mais il ne pouvait permettre que des décisions stratégiques soient dictées par la nostalgie, le prestige ou la peur de la perte. La guerre était entrée dans une phase où l'élan lui-même était une arme et le ralentir risquait d'en abandonner l'avantage. Churchill sentit le changement. Ses télégrammes devinrent plus pressants, ses interventions plus fréquentes. Pourtant, les réponses d'Eisenhower devinrent plus courtes, plus procédurales, plus définitives. Ce n'était pas un manque de respect, c'était l'autorité silencieuse d'un commandant qui savait que le poids de la responsabilité reposait sur lui seul. Lorsque les décisions réussissaient, l'Alliance avançait ensemble. Lorsqu'elles échouaient, Eisenhower acceptait la faute sans détour. À la fin de 1944, le partenariat entre les deux hommes s'était transformé. Churchill demeurait une figure imposante, symbole de résistance et de détermination, mais le contrôle opérationnel était passé de manière décisive à Eisenhower. La guerre se menait désormais selon les termes d'Eisenhower, façonnés par la logistique, la coordination et une pression implacable plutôt que par la rhétorique ou l'analogie historique. Cette évolution allait façonner la manière dont Eisenhower réfléchirait à Churchill une fois la guerre terminée. Lorsque la diplomatie n'exigea plus de retenue, la mémoire n'eut plus besoin d'être polie. Quand la guerre prit fin, l'alliance qui avait tenu par nécessité commença à se relâcher sous le poids du souvenir. Churchill retourna à la politique et à l'histoire, présentant le conflit comme une épopée morale façonnée par le caractère et le courage. Eisenhower rentra chez lui en héros national, puis demeura d'un silence inhabituel. Pendant la guerre,
Il avait maîtrisé l'art d'en dire moins qu'il n'en savait. La paix offrit un espace pour la réflexion, et avec elle une évaluation plus franche des hommes aux côtés desquels il avait travaillé. Dans des conversations privées et des écrits ultérieurs, le regard d'Eisenhower sur Churchill s'affina. Il admirait la détermination de Churchill durant les heures les plus sombres de la Grande-Bretagne et ne remit jamais en cause son rôle dans le maintien de la résistance lorsque la défaite semblait possible. Mais Eisenhower reconnut aussi quelque chose qu'il n'aurait jamais pu dire pendant la guerre elle-même. Churchill n'était pas un commandant opérationnel moderne. Ses instincts étaient façonnés par une autre époque définie, par les préoccupations impériales, des ressources limitées et le traumatisme de la Première Guerre mondiale. Là où Churchill voyait un danger dans la vitesse, Eisenhower voyait un danger dans l'hésitation. Là où Churchill valorisait le contrôle, Eisenhower valorisait l'élan, ce qu'Eisenhower admit finalement sans amertume, mais sans romantisme, c'est que Churchill tentait souvent de mener la dernière guerre, tandis que lui menait la suivante. Les interventions du Premier ministre étaient rarement malveillantes, mais elles étaient persistantes et parfois obstructives. Eisenhower en vint à croire que si Churchill avait disposé d'une plus grande autorité opérationnelle en 1944, la guerre aurait pu se prolonger davantage et non se raccourcir. La victoire dans l'esprit d'Eisenhower ne provenait ni de l'éclat du discours, ni de l'intuition historique, mais de la logistique de la coordination et de l'application impitoyable de la pression. Cette reconnaissance ne diminuait pas l'héritage de Churchill, elle le clarifiait. Eisenhower comprenait que la plus grande contribution de Churchill n'était pas la manière dont la guerre avait été gagnée, mais le fait même qu'elle avait été menée. Une fois les États-Unis entrés dans le conflit et l'équilibre des forces déplacées, la nature du leadership devait changer. Eisenhower incarnait ce changement, que cela soit reconnu ou non. Et Churchill, malgré toute sa grandeur, eut du mal à l'accepter. Dans les années suivantes, Eisenhower parla de Churchill avec respect, mais aussi avec réalisme. Il reconnaissait que la guerre de coalition exigeait compromis, patience et retenue, et que gérer Churchill avait été aussi difficile que de gérer n'importe quel champ de bataille. La différence tenait au fait que Churchill maniait les mots, l'histoire et l'influence, plutôt que des divisions et des chars. Eisenhower avait appris à absorber cette pression, comme il avait absorbé les pressions de la guerre elle-même. Ce qu'Eisenhower admit finalement à propos de Churchill n'était pas une critique, mais une vérité façonnée par la responsabilité. Churchill fut indispensable au début de la guerre. Eisenhower le fut à la fin. Leur partenariat réussit parce qu'Eisenhower apprit quand écouter, quand retarder et quand agir sans permission. La guerre ne fut pas gagnée par la domination des personnalités, mais par l'acceptation de la réalité. Ce n'est qu'après que les armes se furent tues qu'Eisenhower put s'autoriser cette lucidité. Et ce n'est qu'alors qu'il put reconnaître que le leadership, comme la guerre elle-même, appartient au moment qu'il exige et non aux légendes qui l'ont précédé.